Merci. Eh bien, bonsoir, hein, pour commencer donc. Donc ça, on le voit depuis un moment, on peut passer. C'est à toi, Romain. Du coup, bonjour tout le monde. Donc Romain Giraud. Donc je suis chez LR depuis 4 ans maintenant. J'ai fait de l'Angular du coup au tout début de mon arrivée à LR Technologies. Et donc au départ, j'étais plutôt développeur back-end, et au fur et à mesure des années, du coup, je suis plutôt passé front par préférence, par goût surtout. Donc voilà. Donc je suis lyonnais depuis 1 an et demi maintenant. Et donc on est chez le même client, Seiya, et Nicolas aussi du coup. Donc chez Solware, où la techno Angular est beaucoup utilisée. Voilà. Et David, Alexandre aussi, j'ai oublié. Alexandre, David. Avec nous, exactement. Voilà. Donc, c'est tout bon, Romain? Ouais. Donc, je me présente également, CIHU. Donc, moi, j'ai commencé le développement en 2002. Alors, j'étais un formateur, donc à la base, je n'ai pas de cursus. Je suis un self-made. Voilà. J'ai fait 15 ans de dev sur de la techno, genre WinDev. Je suis passé en 2017 sur du Java. Pas Angular, puisque c'était du server-side rendering avec Timeleaf. Et rapidement, avec l'expert Zenica, avec qui j'ai fait from scratch tout le début et qui n'avait pas d'appétence pour le front, nous a obligés à intégrer un Knockout.js, c'est-à-dire pas grand-chose, mais pouvoir faire les rudiments d'un front qui ressemble à quelque chose. Et puis finalement, bon, il est parti sur Angular parce que c'était juste censé de le faire. Voilà, donc je fais de l'Angular, on va dire, depuis, je sais pas, en cumulé 2 ans et demi. Donc je ne prétends pas être un spécialiste. Voilà, voilà. Et c'est tout. On peut passer à la diapo suivante. Donc, introduction à toi, Romain. Donc Angular, c'est donc un framework et une plateforme de développement qui permet de construire des applications, ce qu'on appelle des single page, donc une application sur une seule page avec donc sans rechargement de la page dans le navigateur. Il se positionne avec les 2 autres frameworks qui sont React et Vue comme les 3 plus gros frameworks front-end qu'on utilise en ce moment. Donc quand on entend Angular, en fait, c'est plusieurs briques, c'est donc des modules, des services, des composants et des directives. Donc tous ces éléments nous permettent en fait d'écrire une application plutôt assez rapidement quand on connaît bien Angular. Donc la prise en main est un peu longue au départ, mais ensuite on va vraiment très vite. Donc les modules en fait comment permettent en fait de séparer l'application en blocs. Donc avec un module plutôt route au départ qui contient l'application, et ensuite des modules plutôt axés future qui sont vraiment propres à l'application qu'on développe. Un composant donc, est en fait constitué d'un template qui représente la vue et aussi de données qui sont liées à cette vue. Donc tous ces composants en fait permettent d'avoir une application assez dynamique. Les services sont aussi là pour par exemple faire des appels au back-end ou pour nous rendre tout un tas de fonctionnalités pour ce composant. Donc qui nous permettent en fait d'être injectés à l'intérieur des composants au moment de la déclaration. Donc là, c'était une introduction assez rapide. Ensuite, on va détailler tous ces éléments. Si tu passes à la sommaire.
Ah oui, je voulais aussi revenir rapidement. Bon, je connais pas très bien React ni Vue, mais voilà, c'est une petite comparaison. Donc Angular a été développé donc par Google. Donc depuis la refonte d'Angular, on va dire 2 et tout ce qu'il y a après, et les versions suivantes, c'est donc en TypeScript. On a une architecture MVC, donc avec les composants, les vues et les modèles. Donc c'est structuré en modules. Donc chaque module contient toutes ces briques, c'est-à-dire le composant, les services, les pipes, les directives. Et donc on architecture les modules en suivant les features qu'on développe. Donc le framework, il interagit directement avec le DOM du navigateur, et on a un data binding bidirectionnel, c'est-à-dire que les données qu'on a dans notre composant se reflètent dans la vue et inversement. Donc on a des petites différences avec React et Vue. Donc React a été développé par Facebook. De base, on utilise plutôt JavaScript, même si on peut aussi utiliser de TypeScript, mais on n'est pas obligé. On a une architecture plutôt en termes de flux et structurée autour des composants. Et par contre, on a un DOM virtuel, c'est-à-dire le framework ne rend pas les modifications apportées directement. Il le fait en fait vraiment quand on le désire. Donc, en termes de rapidité, on est mieux que Angular. On a aussi du server-side rendering côté React et Vue, ce qui n'est pas de base dans Angular. C'est en option depuis les versions un peu plus récentes. Et donc pour React et Vue, on a un data binding unidirectionnel, c'est-à-dire que les données vont du composant vers la vue et pas l'inverse. Voilà, si tu veux rajouter quelque chose, CA. Non, comment dire, disons, pour l'instant, c'est très survolé. Et malheureusement, moi, j'aurais aimé rendre compte de différences qui vont vers Angular. Je pourrais juste dire sur la chose que le choix qu'on avait fait pour l'outil à l'époque, c'était que la modularisation et le SPA, le lazy loading, tous des aspects on en parle, mais on ne va pas rentrer dans le détail sur la question, rendent Angular plutôt attractif pour des grosses web apps. C'est comme ça que ça nous a été vendu par les experts qu'on avait consultés à l'époque. Voilà, c'est tout. C'est de plus en plus vrai en plus avec les versions récentes qui vraiment découpent encore plus l'application en package et qui, voilà, quand on charge une application, on ne charge pas tout. On va charger au fur et à mesure de la navigation dans l'application. Et du coup, l'application au chargement est vraiment rapide maintenant. Ce n'était pas le cas dans les versions 5.6, c'était pas vraiment découpé jusqu'au bout, quoi. Sur ce, donc, on va passer un premier point, les concepts. On va revenir sur ce qu'on a évoqué succinctement ici. C'est pas la partie la plus drôle. Et évidemment, on balayera pas tout parce que sinon, la partie 1, elle durerait jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour rendre le truc un peu plus rigolo, on va dire, il y aura une partie test où moi, personnellement, j'ai mon IntelliJ qui est derrière. J'ai fait des tests ce jour, ça tombe bien, donc je pourrais vous montrer ce que je sais faire depuis peu, puisqu'il y a 6 mois, j'en faisais pas. Et ensuite, une partie démo qui sera faite par Romain. Pareil, vous aurez du live, donc restez patient. Et puis la partie questions-réponses pour terminer. Donc, on va enchaîner sur les concepts. Donc, pas tous, on le rappelle, hein. Premier point, tu veux attaquer, Romain? Et puis je compléterai. La brique de base, en fait, Angular, c'est les composants. Donc c'est une classe donc en TypeScript. Donc là, on voit dans le code qui est juste en dessous, la classe c'est HeroListComponent. Donc c'est vraiment du TypeScript.
Et donc ça interagit avec la vue qui est juste au-dessus, déclarée dans la metadata, donc le template URL, donc c'est une page HTML. Et en sachant qu'on pourrait aussi avoir template tout court avec le HTML direct dedans. Voilà. Je crois que ça se fait pas mal en Vue et en React, il me semble. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'as raison. Et donc, voilà, en Angular, on le fait très rarement, ou alors c'est juste quand c'est un composant très, très, très succinct, quoi. Et donc on peut voir, et donc le lien entre la classe TypeScript et la vue, du coup, ça va être un data binding qui est utilisé ensuite dans template grâce à toute la syntaxe d'Angular. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc voilà, donc ce qu'on parlait tout à l'heure du data binding bidirectionnel, c'est-à-dire que quand on met à jour les données dans la classe HeroList Component, par exemple les héros, là, en fait, on va avoir directement le résultat dans la vue. Et du coup, vu que c'est bidirectionnel, si jamais on a un champ de type input dans la vue et qui est bindé du coup avec un attribut, par exemple, de la classe HeroList Component, en fait, le résultat sera directement visible dans les données de la classe. Je vais profiter pour ajouter un truc, parce que je ne sais pas si tout le monde fait du TypeScript ou pas. Moi, j'ai attaqué tard le JavaScript et bon, je suis pas fan. Et ce que j'aime bien dans le TypeScript, parce que j'aime bien Java, c'est aussi on peut faire du générique, hein. On peut avoir du typage générique. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, c'est en aparté, c'est pas propre Angular, mais c'est intéressant Oui, de le souligner. ceux qui font du Java ne sont pas perdus généralement avec TypeScript. Ouais. Voilà, avec du T qui extends quelque chose, etc., etc. On va Tout à fait. passer à la suite. Donc les services, ouais. Vas-y, Romain. Vas-y. Donc les services nous permettent par exemple de récupérer des données sur des serveurs par des appels XHR. On peut également charger le service de stocker un état. On peut aussi se servir de ça pour valider des entrées écrites par un utilisateur. Par exemple, tester qu'une date est correcte, tester qu'un prix est correct, ce genre de choses. Ce service, en fait, il sera utilisé par tous les composants qui en ont besoin. Donc, ça nous permet de ne pas écrire le code dans tous les composants. Ça, c'est vraiment important. Et donc, une fois qu'on l'a déclaré en tant qu'injectable, dans l'exemple qu'on a ici, en fait, on pourra le déclarer dans les composants de façon très simple, juste en l'ajoutant dans le constructeur d'un composant. Et en fait, on aura l'instance du service directement dans ce composant qui sera accessible. Donc, un peu à la manière de Spring, pour ceux qui font du Java, on peut faire ce genre de choses, quoi. Oui, Ouais. vas-y, Romain. Non, je t'écoute. Non, juste que le hat injectable, du coup, c'est le décorateur. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi sur les componentes. Donc là, le décorateur, c'est injectable, qui nous permet d'injecter ce service. Alors c'est pareil, en regardant, en faisant le plan cet après-midi, ici c'est un survol parce que on peut ensuite on peut dire pour un component qu'on va provide un service et utiliser une classe spécifiquement ou utiliser euh, voilà, il y a tout un tuning qui peut être fait autour de ça, mais on rentrera pas dans le détail, c'est pas l'objet. Voilà. Bon, module, je te laisse continuer, je parlerai un peu plus sur la question. Ouais. Donc, en introduction, on avait vu que tous ces briques en fait, qui permettent d'écrire une application en Angular en fait, sont inclus dans un module. Donc le module en fait, permet de regrouper tous les composants, les directives, les pipes et les services.
qui permettent du coup de construire cette application. Ce qui est important, c'est de bien réfléchir en fait à comment on va comment créer ces modules pour, quand on veut afficher une page, ne pas charger l'ensemble des modules de l'application. Donc c'est très important de ne pas faire de lien entre les modules. Et si on a besoin d'accéder à un élément d'un autre module, en fait, il faut plutôt mettre cet élément dans un module qui s'appelle le share module, qui lui sera en fait connu de tous les modules. Donc le principe, c'est qu'un module se charge en fait d'implémenter une fonctionnalité d'une application, et une seule. Et comme ça, en fait, ça nous permet de faire ce qu'on appelle du lazy loading. C'est-à-dire que ce module sera chargé uniquement quand on ira accéder à la page, qui est, chargée de mettre en place cette fonctionnalité. Et donc, quand on regarde par exemple, dans le navigateur en fait, quand on charge une page, on voit vraiment en fait les morceaux de l'application, qui sont donc des fichiers JS, se charger en fait au fur et à mesure qu'on navigue dans l'application. Ce qui permet vraiment d'avoir un chargement assez rapide en fait, la première fois qu'on lance l'application. Alors, Donc vas-y. je vais peut-être quand même faire je vais montrer du code 2 secondes, pour faire une illustration peut-être. Mmh. Et parce que c'est une partie importante. C'est une partie importante d'Angular. Enfin, pour moi, elle m'a été vendue quand je l'ai appris comme la plus importante. Surtout qu'on Et on peut partir dans des mauvaises directions. voilà, et en sachant que, bah, comme tout peut être dévoyé, euh, je suis passé d'un projet où 3 composants, si c'était légitime de les mettre dans un module, on faisait le module, et s'il n'était pas fait, bah, l'AMR n'était pas accepté. Et je suis sur un projet actuellement où on a un module, 2 énormes modules avec des centaines et des centaines de composants dedans. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci, mais ça rend le refactoring moins flexible. Ça offre certaines facilités, mais ça va vous allonger les tests, on le verra après. Voilà. Donc typiquement, quand vous créez un module, bah, vous avez un décorateur ngModule, vous déclarez les composants de ce module. Vous allez généralement importer un module de plus haut niveau qui va vous fournir tout un tas d'autres composants plus génériques, de pipe, de ce genre de choses. Et, et ensuite, vous allez exporter ce qui va être vu de l'extérieur si jamais le module est utilisé par l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est la déclaration d'un module. Et comme je vous le disais, il y a des bonnes pratiques, des mauvaises. Bon, bah voilà, là, je vais rentrer dans un module où on voit qu'il y a une liste de composants excessivement élevée. Donc c'est un détail à prendre en compte, c'est tout. On peut, malgré le fait que la modularisation soit présente, le exploiter à fond, moyennement, moins. Voilà. Est-ce que on a fait le tour, Romain? Oui, je crois. Allez, bon, on passe à la suite. Allez, directive. Ouais. Bon, je te laisse continuer. Hein. Ouais, OK. Donc dans les modules, donc on a vu qu'il y avait les composants, les services, et il y a aussi ce qu'on appelle, les directives. Donc un composant, c'est aussi, une directive avec en fait, en plus un template. Ce qui va permettre en fait d'associer donc la vue au composant. On a aussi un autre type d'attributs, ce sont d'autres types de directives, pardon, ce sont les attributs. Par exemple, on va vouloir, associer une classe à un élément HTML, par exemple de type div, et cette classe, en fait, on va vouloir, la rendre un peu plus conditionnelle, c'est-à-dire on va, potentiellement, ajouter une condition ou, ou une, donc là, je sais pas, c'est marqué quoi? Attends, je vais aller.
je vais le montrer dans du code. On va repartir sur des exemples. J'étais dans quoi? Je ne sais plus où on a. Alors, du style, on devrait peut-être en avoir par ici. Ah non, ça devait être par là. Voilà, typiquement, là, on va avoir une Voilà, directive. voilà, donc là, donc là, on va mettre une valeur dans l'attribut style en color. On va vouloir mettre une couleur qui est en fait une donnée contenue dans le composant. Donc ça, c'est une possibilité avec la directive, ce genre de directive. Voilà, on peut mettre une classe en statique parce qu'elle est toujours là. Puis, avec la directive ngClass, et en fonction d'un booléen pour dire c'est vrai, c'est faux, on ajoutera à la classe dans le DOM. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est les attributs directifs. Je reviens sur le slide. Voilà, et donc on a aussi les directives de type structurel. Donc là, ça va être tout ce qui est conditions, boucles, et puis aussi les switches. Là, si tu regardes un peu dans le code, par exemple, on va vouloir afficher, voilà, donc là, il y en a une ng_for, donc on va afficher en fait tout le bloc qui est contenu dans le container. On va l'ajouter n fois le nombre de valeurs qu'on aura à afficher. On aura n fois tout le bloc ici Et en fonction de nos valeurs. Voilà, et un peu en dessous, tu avais un ng_if qui permet du coup ng_if. de conditionner du coup l'affichage qui est en dessous, quoi. Voilà, en sachant que lui, évidemment, ces méthodes, elles sont dans le composant voilà, associé à ce template. voilà, le template, comme on vous l'a montré au début, le template est ici, pardon. La classe TS est ici, c'est le composant. Et on voit qu'on navigue très bien entre les deux. Voilà. Donc, des attributs, des directives de structure. Oui, pardon, vas-y, Ronan. Oui, voilà. On peut aussi créer ses propres directives qui en fait vont rajouter un comportement en fait à l'élément, souvent des éléments HTML, où on va rajouter en fait ces directives. Donc on verra un exemple un peu plus loin. Mais c'est voilà, si on veut aussi créer notre propre directive, c'est possible. Par exemple, on peut créer une directive highlighter qui va permettre en fait de mettre en évidence par exemple une zone de la page quand on va passer la souris dessus, quoi. Ça, c'est assez facile du coup de créer la directive et ensuite on va pouvoir la réutiliser dans tous les composants auxquels on aura besoin. Donc pas la peine de recréer à chaque fois, recréer par exemple du code CSS par exemple. Ah bon? Ça se fait assez facilement. Voilà. Et ça, on n'utilise pas beaucoup nous à Solver, c'est vrai que c'est une directive. Non, non. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose, Romain? Je crois pas, non, c'est bon. Ok. Alors, communication, tu veux, bah, allez, Vas-y. je vais commencer. Du fait de sa modularité, enfin de la modularisation de ses composants, il y a une hiérarchie qui s'instaure quand on fait du développement Angular et c'est excessivement fréquent d'avoir un composant parent qui va appeler des composants enfants. Alors soit c'est fait via le HTML, je vais vous le montrer, soit c'est fait dynamiquement avec de la factory. Plusieurs cas de figure sont possibles et on peut descendre comme ça d'un parent vers l'enfant, vers les petits-enfants, etc., etc. Et évidemment, quand on a fait tout ça, le but, c'est que l'information puisse passer du père aux enfants et puis que les enfants puissent avertir le père en retour. Donc, un des moyens très simples de communiquer, bah, c'est les at-input et output. Là, il y a un exemple. Par exemple, dans le composant parent ici, on va utiliser un composant enfant. Donc ça, c'est le selector qui est présent dans mon composant. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Voilà.
ce sélecteur-là, c'est celui. Alors, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, vous aurez compris l'idée. Ça doit être celui-là, peut-être. C'est celui qui est présent dans mon HTML. Et ici, je vais avoir entre crochets les inputs de l'enfant. Donc, l'input va prendre, ça c'est les noms d'input dans mon TimeScript. Et ici, le parent donne les informations qu'il veut transmettre à l'enfant. Et ensuite, donc ça se voit ici dans l'enfant, où catégorie est ici en input, l'usager est ici en input. Et quand l'enfant va avoir quelque chose à dire à son parent, une opération, quelle qu'elle soit, qui va demander une opération du parent, ici ça sera un refresh, on va déclarer un output ici dans l'enfant, un event emitter, et cet event emitter, plus tard, dans l'enfant, on fera un refresh.emit, avec ici un booléen, mais ça aurait pu être un objet, n'importe quoi. Et cet emit va être repassé aux parents via le call à la méthode du parent ici. Il va, du coup, comment dire, faire l'opération qu'il aura décidé de faire. Voilà. Ça, c'est un moyen de communication. Il y en a d'autres. Tu veux y aller, Romain, sur la suite? Si on a deux composants qu'on veut faire communiquer mais qui n'ont pas de lien de parenté, on peut passer par un service. Donc on va injecter ces deux services dans les composants et on va par exemple pouvoir injecter des données dans le service à partir d'un composant et les récupérer dans l'autre composant par le mécanisme en fait d'abonnement en fait à des subjects. Yeah. Là c'est vraiment lié au langage TypeScript, tout ce qui est observable. On n'a pas voulu trop rentrer dans le détail, mais en fait, c'est voilà, c'est dès qu'on va mettre à jour une donnée dans le service, en fait, les composants qui sont abonnés au changement dans le service vont recevoir l'information et vont pouvoir du coup répercuter l'information, par exemple, dans leur vue. Ça, c'est beaucoup utilisé. Donc, on aura bien un seul service de déclarer dans les deux composants qui seront vraiment le même. Il y aura une seule instance de service. Ah, alors, on est déjà là. Alors, comment on va mettre en œuvre des tests unitaires, voire des tests. Ah, vous m'entendez? Ça coupe un peu, mais Ouais, ça sent très coupé. c'est bon, t'es revenu. Ouais, c'est bon, je suis là. Là, ça coupe pas mal. Alors, est-ce que, donc, normalement, vous avez mon écran en visu? Oui. Donc, typiquement, là, c'est bon. Ça va être un component.ts, c'est le. Voilà, vous avez le HTML. Ça coupe, ça y est, on ne voit pas. C'est le minimum, c'est un peu pénible. Ça arrête pas de couper, non? Ouais. Là, ton écran, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Ah, là, ça bouge? Non. Non. Je vais couper ma caméra. Est-ce que vous voyez mon écran? Il n'a pas bougé, donc je crois qu'il est pas bon. Ah, attendez. Je vais remettre pour vous voyez le slide. Non. On coupe le partage et relance peut-être. Je vais le relancer. Allez, arrêtez la. Tac, partager. C'est bon, c'est revenu? Ouais. C'est bon. Ok.
Oui, donc je disais typiquement, un composant, ça va être un TS et son HTML, et puis ses enfants, c'est-à-dire qu'ici, lui, il a un enfant, je le vois d'emblée par ce sélecteur qui va m'emmener vers un autre composant. À son tour, il peut, lui, en avoir, etc., etc. Donc, l'écriture d'un test d'Angular, ben, c'est l'écriture d'un spec TS comme ceci. Et alors, la partie à la fois la plus compliquée quand on commence et la plus intéressante finalement, parce que moi j'ai commencé à en écrire cet été et j'en ai quand même bien bavé pour arriver à faire quelque chose. En fait, c'est que bah, toute la force de la modularisation d'Angular, elle va, à mon sens, moi en tant qu'utilisateur, se retrouver ici. C'est-à-dire que la configuration du test donne toute liberté sur la profondeur que vous voulez atteindre en termes de module enfant, de mock de service, d'utilisation réelle de service, etc., etc. C'est aussi ici où vous bénéficierez le plus d'une bonne modularisation parce que quand on va lancer un test, eh bien, il faut savoir que tout ce qui est importé ici dans la configuration du testing module, eh ben, il faut qu'Angular traite tout ça. Donc, si vous n'avez qu'un énorme module, vos tests vont s'allonger de fait. Ici, par exemple, pour lancer les tests sur mon composant, je vais déclarer un test module. C'est commun d'en avoir un. Ce test module lui-même, bah, il va importer tous les modules spécifiques aux tests les plus usuels. Comme ça évite de répéter ce paveton dans chacun des spec TS de tous les composants qu'on a à faire. Et puis, on va pouvoir aussi fournir des pipes, des services, etc., etc., pour en réduire le scope aussi, parce que l'application pour laquelle on travaille, par exemple, elle a bien évidemment un pipe module, mais vous voyez, elle souffre un petit peu, ce pipe module souffre un peu de ce que souffre la modularisation dans le reste d'appli, c'est qu'il y a des kilomètres de pipe, et que moi, pour exécuter mon test ici, j'ai besoin du nécessaire syndical qui est comment afficher une date, etc., etc. Mais j'ai pas besoin de tout le reste. Donc, je peux créer un module de test, réimporter le strict nécessaire pour l'importer dans la configuration de test de mon composant et évidemment ensuite importer le reste de ce que je veux pour que mon test se réalise correctement. Alors ici, il se trouve que j'ai un petit module, donc je peux prendre mon module. Si vraiment le module est très très gros, on peut rentrer dans du tuning où on va dire bah, non, je veux mettre que ça, voire je veux mettre ça et ça, etc., etc. Mais une bonne modularisation, normalement, vous permet d'importer le strict nécessaire pour que tout ce qui typiquement est dans un folder d'une fonctionnalité fonctionne voilà, un peu en standalone. Donc voilà, premier aspect, modularisation. Ensuite, généralement, vous allez écrire un test en étant dicté par ce que vous allez voir dans votre TypeScript ou parce que les enfants vont drainer dans leur TypeScript. Ici, on l'a vu, on fait de l'injection de dépendance par le constructeur. Bon, là, j'ai une modal service, ça c'est bon, j'ai pas de souci. Et je me retrouve, par exemple, excusez-moi, je ne suis pas dans mon fichier, je me retrouve à faire un mock ici d'un service qui n'est pas du tout dans mon composant.
Oui, parce qu'en fait, mon HTML va monter un composant enfant et ce composant enfant va lui-même, en cascade, importer ses dépendances. J'espère pas aller trop vite, hein. Bon, donc, vous avez la liberté. Je peux dire, si j'enlève ce mock ici, que je vais monter dans le cadre de ce composant, eh ben, je vais avoir les enfants, les services des enfants, tout va tourner en fait. J'ai cette possibilité, mais j'ai la possibilité de faire du fine-tuning pour m'arrêter à l'endroit où je veux. Voilà. Donc, avant chaque test, on va créer ce qu'ils appellent un component fixture. Je crois que ça vient de l'électronique, d'après ce que j'ai compris. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, en fait, cette partie, c'est la plus dure là. Et une fois qu'on a compris ça, le reste vient assez aisément. Donc typiquement, une fois qu'on a écrit notre before each pour créer notre fixture, c'est-à-dire avec la fixture, on va récupérer le component et ici le DOM. Hein. Donc on peut ensuite écrire nos tests. Donc typiquement, chaque test, c'est vérifier que le composant il est true si. Ça veut dire que dans tout ce que j'ai déclaré ici, il n'y a rien qui l'empêche de se monter. Et ensuite, on attaque nos vrais tests. On attaque nos vrais tests. Ici, par exemple, j'ai fait un test très bête, mais comme c'est un composant dynamique qui va, pour autant d'items de ma liste, créer un, un component dynamique, je voulais m'assurer que tout ce que je lui passe quand ici je définis mes inputs, il faudrait que j'en parle aussi, va bien être rendu dans le DOM ici. Hein. On voit ici un query selector par ID, ce qui correspond à dire j'attends que cet ID soit true 6, ça veut dire que ma page elle est rendue correctement. Voilà. On voit également que comment dire, les inputs, je les ai facilement déclarés en disant, voilà, mon component ou mon input, c'est égal à ces données moquées. Et là, j'ai un test qui va faire, ce que je, simplement ce que je vous ai dit. On peut aller ensuite un peu plus loin. On va pouvoir avoir des tests dans lesquels, zut, je vais fermer tout ça. On va pouvoir avoir des tests. J'en avais un là. Ouais, j'arrive. Donc ici, par exemple, c'est une modale. C'est une modale de saisie. Il y a juste deux text area. Alors, c'est des text area qui, quand on va effectuer, quand on va cliquer sur la validation, on submit, on va recevoir un ngForm. Tu veux en dire un mot, Romain? Tu seras mieux que moi pour ça. Ou pas, hein, je ne sais pas. Ouais, ça nous permet en fait de récupérer les valeurs saisies dans le formulaire, tout simplement. Donc le form en fait est déclaré dans, voilà, on va pas le voir, mais il est déclaré en fait dans la directive associée qu'on masture bien, voilà. Dans la directive app single form dialog, du coup, dans cette directive, on déclare un formulaire qui sera ensuite réutilisé dans les autres, dans les composants où on utilise cette directive. On va pas mettre la main dessus, mais c'est pas grave. C'était pas le propos. En tout cas, ici, on peut faire un test entre guillemets un petit peu plus évolué parce qu'il va s'agir, en l'occurrence, de dire moi, ce que je voudrais là, c'est m'assurer que ce ngForm qui fonctionne avec le name, puisque si je reviens dans mon submit, ce que vous voyez ici, c'est ce qui me permet
du pouvoir dire, bah, je prends mon form, je prends value et je prends le name. Et ici, je récupère la value de mon text area que je mets dans mon DTO pour appeler mon API. Donc, on peut faire un petit test plus sympathique qui va faire, entre guillemets, d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire que je vais m'assurer que je peux écrire dedans. Donc ici, je vais faire dans le DOM un query selector de mon text area. Une fois que j'ai mon objet, je lui attribue la value que je veux. Ça, c'est typique d'Angular, c'est qu'il va falloir que j'avertisse Angular que j'ai mis à jour le DOM pour que lui, en interne, il soit à jour partout. Et à la fin, quand je vais cliquer sur mon bouton Submit, alors je vais m'attendre à ce que mon spy, qui est en fait, je suis désolé, c'est peut-être un peu confus, qui est un spy ici sur l'API qui va être appelé, sera appelé avec les bons paramètres. Donc voilà, je clique sur le bouton Submit et je m'assure que dans mon Submit, l'API est bien appelée. Donc mon API, celle-ci, qui est définie ici, c'est cette API et cette méthode est bien appelée avec les paramètres attendus. Voilà. Voilà, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire. Ça, c'est entre guillemets pas très compliqué. Quand on débute, c'est cette partie, le tout début est assez pénible. Voilà ce que je peux en dire. En sachant pour terminer que c'est nous là, en l'occurrence ici, c'est du geste. Il y a du geste Jasmine 2 combiné avec Angular. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la config, je n'ai pas les compétences pour vous expliquer dans le détail tout ça. Voilà. Alors, on peut faire des tests sur à peu près tout. Je pourrais vous montrer un service, c'est beaucoup plus simple. Un service, c'est un décorateur injector. Grosso modo, la configuration du test, c'est une ligne. En fait, il s'agit de dire, je prends ça, je le déclare ici, et puis après, je l'injecte, et puis après, je travaille. C'est fini. Donc, bon, je ne vais pas en dire plus sur cet aspect. Voilà. Bah, c'était un petit aperçu de test. J'espère avoir pas été trop confus. Et du coup, je vais te passer la main, Romain. Tu vois quelque chose à rajouter, toi? Juste dire que même si ça paraît un peu long à écrire, c'est très important forcément de tester tous ces composants avec ces tests unitaires. Alors il y a une autre partie de test qu'on n'a pas abordé, c'est les tests un peu plus de plus haut niveau. On appelle les tests end-to-end. Donc ça va être des tests plus axés. On va interagir vraiment avec le composant et on va voir ensuite, on va pouvoir tester sa réaction, si par exemple si un élément est caché suite à un clic sur un bouton, si quand on clique sur un bouton, on arrive bien sur la bonne page avec le bon élément qui s'affiche. Donc ça, c'est des tests un peu plus haut niveau. Voilà, on en fait un peu moins à Solver, on fait même pas du tout, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, au mois de juillet, il y avait 0 test voilà, sur le front. voilà, faut bien commencer. Oui, c'est ça. Et voilà, le test end-to-end, c'est vraiment détailler des scénarios de tests, donc vraiment des cas concrets, et ensuite dérouler ces tests et voir les résultats. Bon, ça prend aussi du temps à écrire, donc voilà, faut peser le pour et le contre, quoi. Tu peux passer à la suite. Ouais, moi je vais arrêter là. Du coup, je vais prendre la main, Romain. Comment je fais? Demander le contrôle.
pas autorisé. Ah. Ah non, tu prends le contrôle de mon écran. Non, ça va pas. Non, c'est J'ai pas ça. j'ai arrêté le partage. Tu peux commencer le partage de ton côté. Ah oui, En haut. partager, c'est bon. Partager. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer en fait, faire une petite démo de développement en live en utilisant ce qu'on appelle du coup Angular CLI. Donc c'est vraiment l'interface en ligne de commande qui permet de générer des applications, générer des composants, des services, des directives assez facilement et ne pas avoir à créer à la main du coup les fichiers. Donc là, j'ai juste version Angular 11. Donc je peux créer du coup je vais générer une application directement. Donc toutes les commandes commencent par ng au Angular. Donc je vais commencer à créer une application démo. Donc là, il va me générer en fait toute l'architecture de l'application, que ce soit les tests end-to-end, toute la configuration de l'application et du coup le premier module, le module root, qui sera du coup utilisé dans l'application. Il installe aussi toutes les dépendances qu'on a besoin. Il installe les packages npm. Un peu de temps forcément. C'est pas forcément une bonne idée de créer un monolithe Gipster du coup. Bon, parce qu'en plus il y a beaucoup de questions. Il a parlé de Gipster. Donc là du coup j'ouvre le projet que je viens de créer avec IntelliJ. Et donc on a déjà du coup l'architecture, même un fichier RNI qui est déjà créé. Donc avec le module app qui contient un seul composant, un composant. Du coup je vais vous montrer. Donc là en fait on peut déjà en fait le lancer. Ouais. Donc là il va compiler. Donc, vu qu'on est en TypeScript, donc le navigateur il comprend pas le TypeScript, donc il y a un compilateur qui permet de produire du JS qui sera lui compréhensible par le navigateur. C'est de la... Et donc aussi il va commencer déjà à créer des morceaux, c'est-à-dire qu'il va déjà séparer l'application en plusieurs fichiers JS qui seront en fait utilisés par l'application. Donc plus j'aurai de modules, plus j'aurai de fichiers JS qui seront téléchargés au fur et à mesure de la navigation dans l'application. Donc là, on est bon. Donc je peux recharger ma page. Et donc voilà, j'ai déjà l'application qui tourne et qui s'affiche dans mon navigateur. Donc je vais vous montrer ensuite que si je veux ajouter un composant. Donc j'utilise toujours la commande ng avec le mot-clé generate qui permet de créer un composant. Et je vais l'appeler, par exemple, au hasard, Libellule. Donc là, vu que je n'ai pas spécifié de module, par défaut, il le met dans le module qui s'appelle app. Là, en fait, il a déclaré le composant, il l'a importé ici, et il a créé du coup le composant dans un répertoire qui contient le fichier, la classe en TypeScript, le template donc, pour la vue, le CSS, et du coup, le fichier de test est aussi déjà prêt. Donc on a déjà en fait une bonne base pour tester ce composant. Donc je vais aller modifier en fait mon composant pour afficher autre chose que ce simple texte. Par exemple, je vais vouloir mettre une image. Je vais déclarer mon image. Donc c'est un tag HTML classique IMG. À l'intérieur, je vais rendre en fait l'URL de l'image dynamique. Donc là, je vais
utiliser les doubles crochets. Je vais aussi rendre dynamique la taille. Et je vais ajouter une action sur cette image. Avec du coup qui va appeler une méthode là, qui va s'appeler onClick. Et je vais aussi ajouter une classe. Voilà. Donc là, j'ai besoin du coup de créer. Je vais reprendre ma classe. J'ai besoin de créer du coup 3 choses. Donc je vais utiliser ce qu'on a tout à l'heure, les inputs et les outputs. Donc par exemple, ma taille, je vais la déclarer en input. Type number. Et je vais déclarer du coup output, qui sera du coup le clic sur l'image. Event emitter. Et là, il y a un problème. C'est pas celui-là. Il va me rester la déclaration de l'URL. Je vais la mettre exprès. Je ne vais pas la mettre en input, mais je vais la mettre juste comme ça pour le moment. Et je vais déclarer du coup la fonction appelée quand on va cliquer sur l'image. Clic. Qui va faire tout simplement. Voilà. Donc quand je vais cliquer sur l'image, ça va appeler cette méthode onClick qui va ensuite émettre cet événement par les parents. On aura déclaré du coup cet output. Donc il va me rester l'URL. L'URL, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un service qui va me donner cette URL. Donc là, on va aussi faire un ng-generate. Au lieu de mettre composant, on va mettre service. Et on va l'appeler, par exemple, annuaire. Donc là, il va déclarer créer le composant, créer le service. Il va le créer, il y a la racine. Mais... Et du coup, il va aussi le déclarer automatiquement. Ah non, on n'a pas besoin de déclarer ici. Et non, c'est à nous de le faire ici. Voilà. Donc là, je vais en fait injecter en fait le service, donc qui sera créé avec le décorateur injectable. Je vais du coup l'injecter ici automatiquement avec ce nom. Et donc celui-là, en fait, le service, l'instance de service, je peux directement l'utiliser ici. Et par exemple, je vais utiliser une méthode image que je vais créer dans le service. Donc ça va me rendre l'URL de l'image. Et je vais mettre et l'image, je vais la mettre en répertoire asset. Voilà. Donc là, j'ai déclaré mon service, il me donne l'URL automatiquement. Donc là, on peut imaginer qu'au lieu d'avoir l'URL en dur, on aurait par exemple un appel vers un backend qui nous rend des données, et dans ces données, par exemple, on aurait l'URL d'une image ou un code, ou peu importe. Donc là, le projet, il continue de tourner. Hein. À chaque fois que je fais une modification, en fait, on a un watch qui recompile en fait une partie, uniquement la partie qu'on a modifiée de l'application, et qui aussi met à jour à chaque fois la page HTML en conséquence, le navigateur. Donc là, moi, j'ai mon composant qui est prêt. Je vais pouvoir du coup l'utiliser dans mon application principale, donc qui est app.html. Donc là, je vais en fait, je vais remplacer l'image qui est en haut à gauche par le composant que je viens de créer.
Donc là, je vais faire. Donc là, j'utilise le sélecteur qu'on a déclaré dans le composant. app.libellule. Et à l'intérieur, du coup, je vais renseigner les inputs que j'avais déclarés ici. Donc, on a le oui, et donc là, je vais mettre une taille. Donc là, on a dit que c'était en number, donc je vais mettre 80. Et je vais déclarer du coup l'output. Donc c'est quand on va cliquer sur l'image, en fait, l'action sera effectuée par le composant app. Donc là, j'ai plus qu'à créer la méthode dans app ici, et par exemple, je vais rediriger la page vers un site. C'est peut-être mal écrit. Non, il faut juste mettre. Oui. Voilà. Donc là, du coup, il est recompilé et il a mis à jour la page d'un navigateur et on voit que l'URL, du coup, que l'image est affichée à la place du logo, quoi. Donc quand je clique dessus, j'ai la redirection qui se passe. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'était alors on peut aussi du coup générer des directives. Même pareil, ng generate directive. Et là, on va créer une directive, par exemple, on va mettre format. Est-ce que je l'ai bien écrit? Oui. Donc la directive, elle est créée ici. Et là, en fait, ce que je vais vouloir faire en utilisant du coup le sélecteur app.format, créé du coup dans le décorateur directive, on va vouloir en fait modifier un élément de la page en utilisant ce sélecteur. Donc là, on va vouloir en fait, par exemple, déclarer. Alors, on va injecter l'élément HTML et on va vouloir modifier, par exemple, la couleur du background. Là, je vais importer et je vais mettre du coup rose. Donc là, dans tous les éléments où je vais injecter cette directive, en fait, on aura, la directive sera appliquée à cet élément. Par exemple, si je reprends mon composant principal dans le toolbar, je vais l'injecter comme ça. Et là, automatiquement, du coup, on aura la couleur qui change. Parce qu'on a injecté cette directive. Donc là, c'est un exemple qui peut être très utile, mais par exemple, on peut imaginer utiliser directives pour faire de la validation de données, du formatage. Principalement, c'est ça qu'on fait. Ajouter du comportement vraiment aux composants et ne pas réécrire chaque fois des éléments ici, mais réutiliser en fait tout ce qu'on déclare dans la directive, quoi. Ça, c'est vraiment très, très utilisé. Voilà. Je sais pas si tu voulais que je montre quelque chose, autre chose, CIA dans la démo. Non, non, c'est tip top. Non, non. Après, c'est à l'usage, hein, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc là, dans la page, il montre comment utiliser NG. Donc on peut ajouter des dépendances grâce à NG. Donc là, NG matériel, on n'en a pas parlé, mais Angular aussi propose pas mal de librairies, que ce soit des composants comme matériel, d'autres choses. Et, on peut aussi l'ajouter comme ça. Donc là, le ng-test, donc pour par exemple lancer tous les tests de l'application, tous les fichiers .spec.ts seront exécutés par la commande ng-test. Ça peut être assez bon. Et on peut aussi du coup packager l'application. Donc on va en fait la builder et sortir les fichiers HTML, CSS, JS
qui seront ensuite déposés sur un serveur et utilisables ensuite, par exemple, depuis l'extérieur. Là, moi, en local, en dev, j'ai un serveur qui tourne, mais en production, on peut juste le mettre sur un serveur Apache classique et puis et rendre les fichiers statiques sans souci, quoi. Ben, tu veux rajouter autre chose, Romain? Non, c'est bon. Bon, Ouais, du coup, je remets pas le slide. On est arrivé à questions-réponses, oui, je pense. c'est ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi écrire dans le chat si jamais. Là, je t'ai mute aussi, excuse-moi, Nicolas. C'est clair, il faut pratiquer. C'est clair, hein, c'est clair. Je te démute. Je peux pas, attends. Non, c'est bon. Oui, voilà, faut pratiquer, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, la démonstration le montre, il faut pratiquer, il faut essayer. Au début, on n'a pas forcément une science exacte. Hein. Il faut qu'on essaye et puis on voit comment ça évolue. Hein. Ça, c'est sûr. Après, il y a quand même beaucoup de documentation disponible sur Internet pour Angular, que ce soit aussi React et Vue aussi. Il y a vraiment une grosse communauté. Donc, pour ça avance bien quand même. Puis maintenant, il y a des versions tous les 6 mois ou un an. Après, je sais pas, tu as peut-être suivi dans les dernières versions ce qui se faisait au niveau de la trappe, parce que à l'heure actuelle, c'est quand même un énorme point noir, je trouve. C'est quand tu fais le ng generate 18n, c'est la pénibilité sans nom, quoi. Bah, ce qu'il y a de fait récemment, c'est qu'on n'est plus obligé de. Tu sais, quand on déclare les clés dans les classes TypeScript, on n'est pas obligé de les refaire à la main maintenant. De les ajouter dans le XLF à la main. Ouais, Mmh. voilà, ça, maintenant, il détecte tout seul. Donc, le fait, Alors, ils ont remplacé la commande par une autre syntaxe, mais c'est la même chose. Mais maintenant, voilà, tout seul, il arrive à détecter les clés aussi. Donc, c'est un gain de temps. parce que ça, c'est juste une aparté pour dire qu'il y a il y a une built-in gestion dans Angular de la traduction, mais précédent projet, on était en dehors du système en faisant de la trad dans du JSON. Il y avait pour lui d'être excessivement moins verbeux et volumineux. Mais bon, voilà, c'est pour dire. C'est pas complètement figé, il y a certaines choses qu'on peut faire. Bon. Y aura-t-il une session Angular avancée? Je sais pas, je crois pas. En tout cas, pas avec moi. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui, bonsoir Sandra. Salut à tous. Bonsoir. Merci en tout cas du coup à tous les participants et puis aux animateurs. Est-ce qu'il y aura une prochaine session Angular avancée? J'espère, oui. Voilà, on essaie de réunir un maximum de personnes. Donc là, ça a démarré sur Lyon, mais sur les autres, il y aura des personnes aussi d'autres régions. Oui, ça sera une prochaine session qui sera mise en place. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai pas entendu trop de questions, du coup, voilà, faut pas hésiter, hein, si il y a même des suggestions, des idées. Non, ça va. Non, ça va.
Et on peut nous-mêmes poser des questions. Est-ce qu'il y a des pratiquants assidus de React et Vue parmi l'auditoire? Je pense à ceux que je ne connais pas. Voyons voir. Comment je pourrais afficher la liste? Tac, participants. Non? Dans les participants que j'ai vus, je vois pas. Après, il y a une session vue qui est prévue où il y a quelques personnes déjà d'inscrites, et dont Enoch que je vois pas présent là ce soir. Mais là, parmi vous, je pense pas. Et puis vous êtes beaucoup à être chez Solware là. Et des Non. prochains aussi qui vont arriver, donc au moins comme ça, vous pouvez vous voir en amont. Et alors j'ai pas pu intervenir en début de réunion, mais est-ce que chacun a pu se présenter? Nous sommes présentés avec Romain. Ouais, et les autres, non? Non, c'est vrai. Je propose peut-être pour finir, et puis comme ça après chacun terminera, mais que chacun puisse se présenter voilà, à Seiya et Romain qui ont pris de leur temps aussi pour vous présenter ce qu'ils savent faire, si ça vous va bien. Oui, pas de souci. Voilà, donc je laisse un volontaire commencer. Ouais, je veux bien. Moi, Nicolas Biancucci, je suis jeune libérien, parce que je suis arrivé dans l'entreprise le 31 janvier, donc c'est très récent, et j'ai intégré donc Solware depuis, et donc je travaille avec Romain, Céa et Alexandre depuis peu, donc voilà, on se voit tous les 2-3 jours sur nos délits. Merci Nicolas. Allez, Constant, je vois que tu as désactivé le micro. Ouais, c'est fait. Alors, moi, c'est Constant. Je suis libérien depuis 1 an maintenant et je suis chez Bedrock. Donc, je suis plutôt dans la data, mais j'ai eu un passé de développeur, donc j'étais plutôt curieux de découvrir Angular parce que je ne connaissais pas avant. Voilà. Super. Merci, Constant. Jean Innocent? Jean Innocent, peut-être le temps qu'il arrive. Emmanuel, sinon? On les a perdus, hein. Non, Emmanuel était mute depuis le début. Il écrit là. Ah, je suis nouveau chez l'air, je démarre début mai chez Solware. C'est ça. Tout à fait. Très bien. Et Emmanuel était présent à la soirée jeu, donc certains d'entre vous ont pu le croiser. Et il dit j'ai 2 ans d'XP en Java full stack. C'est pour Emmanuel. D'accord. Top. Merci. Abhishek? Oui, du coup, je m'appelle Abhishek Saini. Je suis nouveau chez LR. Je vais commencer le début de mai à Solware, je pense ça. Eh oui. Encore un Solwareien. Mais c'est Solware. Ouais. Oui, peut-être je ne vais pas finaliser, je sais pas pour ce moment. Mais je suis un full stack développeur. Je travaille dans l'Angular pour plus de 4 ans maintenant. Okay. Tu as dit sur Angular? Angular, et aussi pour le backend, j'utilise le Node.js et tout. D'accord. Super, merci Abhishek. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'ai oublié personne. Certains ont dû, je pense, partir en cours de route parce qu'il me semble qu'au début, on était un peu plus nombreux. Ouais, je pense qu'on était plus nombreux que ça. Ouais. Je pense que là, c'était le premier qu'on lançait sur Lyon. Donc, pour les prochains, on essaiera d'avoir un timing qu'on tiendra parce que c'est vrai que du coup, on a dû attendre un petit peu que les gens arrivent pour pas que ça finisse trop tard aussi. Et puis, n'hésitez pas à proposer, voilà, si vous avez des idées ou de faire les choses aussi différemment, on est preneurs. Donc, on teste, voilà. Et puis, à vous inscrire aussi sur les prochains. Donc là, je crois qu'il y a Romain qui devait animer, Romain Rivoire, donc il devait animer celui sur la méthodologie Scrum. Agile, il a eu le Covid et du coup, ça s'est décalé. Donc, il me semble que c'est jeudi, si ma mémoire est bonne. Moi, je ne pourrais pas être présente parce qu'on a le comité de direction cette semaine, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura d'autres personnes voilà, qui seront là pour animer aussi. Et
puis voilà, à proposer. Et j'espère en tout cas que on se verra sur la soirée du 19 mai aussi, parce qu'il y a quelques-uns qui viennent. Et puis pour les autres, qu'on se verra bientôt sur Lyon, sur un de nos prochains événements.